La première disait qu'elle était totalement novice sur le plan ex-salafiste, novice sur le plan des relations avec les hommes. La brigade criminelle découvre qu'elle entretient des relations avec une cinquantaine d'hommes, dont certains, elle les rencontre réellement, dans la vie réelle. Donc et la façon dont elle se présente correspond tout à fait au vocabulaire qu'elle a utilisé dans sa correspondance par ailleurs. Donc ça n'est absolument pas de la manipulation, ça n'est absolument pas une femme naïve, elle est sur les réseaux sociaux et la brigade criminelle révèle qu'elle est également coutumière de ce type de relation et en même temps de site de rencontre. La deuxième plaignante qui disait qu'elle était totalement sous emprise religieuse au moment de ses échanges avec moi, la brigade criminelle révèle qu'elle a des relations virtuelles et réelles de type scatologique et coprophage. Tout ce qu'elles ont raconté sur ces éléments sont des mensonges. 4 cabinets d'expertise mettent en évidence qu'elle est dans la salle. Même une femme qui est sa propre témoin la reconnaît dans la salle. Les juges ne tiennent compte de rien de ce que dit la brigade criminelle. Il faut même le contraire. Ils vont aller chercher sa sœur, ses parents, Caroline Fourès, pour qu'ils viennent témoigner du fait que ce pourrait ne pas être elle dans la salle. Caroline Fourès n'a été interrogée sur rien, si ce n'est sur cette question de savoir si c'était Christelle Paul-Emma-Aline qui était dans la salle. Donc, encore une fois, les juges mandatent la brigade criminelle qui révèle rapport après rapport, que les femmes mentent, qu'elles se connaissent, qu'elles entretiennent des relations avec mes pires ennemis, qu'elles ont même planifié, la brigade criminelle révèle que sous des pseudonymes, la deuxième plaignante, Christelle, sous le nom de Nathalie, est en contact avec Brigitte, la plaignante suisse, sous le nom de Sarah, et qu'elles échangent avant de me rencontrer, avant que Christelle me rencontre, un plan pour me piéger dans un hôtel avec un paparazzi. Tout ça est présent dans le dossier et les juges n'en tiennent absolument pas compte. Un élément que j'ai répété au juge, j'ai dit, mais attendez, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que vous enquêtez, vous n'avez questionné aucune des personnes qui apparaît dans ce dossier. Caroline Fourès, vous ne l'avez même pas questionné. Il y a plus de 400 corrélations. On appelle corrélation message vocal ou message écrit entre Caroline Fourès, entre mai 2017, à savoir 6 mois avant la première plainte, jusqu'à août 2018. Et mon avocat a demandé les fadettes, à savoir le détail pour savoir quand a commencé ces relations. Les juges n'ont même pas répondu et ne les ont même pas versés au dossier, comme si on cachait quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, Caroline Fourès n'est interrogée que pour savoir si elle reconnaît Christelle dans l'audience, au moment où elle dit qu'elle est séquestrée dans une chambre d'hôtel. Il la questionne sur cela pour s'opposer à 4 expertises internationales, 3 anglaises et une française, comme si les experts, quand c'est à décharge, se trompent, mais quand c'est à charge, il faut les entendre. Donc, nous avons ici Caroline Fourès, El Fassi, la brigade criminelle, révèle, en particulier sur la dernière plaignante, Elvira, que c'est lui qui, à Toulon, va apparemment à un ami, parce qu'il est à tuer à toi avec son interlocuteur de la brigade criminelle de Toulon, et lui donne une plainte qui doit être envoyée à Paris. C'est donc Jean-Claude El Fassi. Et Jean-Claude El Fassi fait ceci. Ce même Jean-Claude El Fassi, en l'occurrence, apparaît dans le dossier. Et que fait la brigade criminelle? Elle se pose des questions. Avec qui est-il en contact? Avec la première plaignante, avec la deuxième plaignante, avec la troisième plaignante et avec la quatrième plaignante. Il les connaît toutes. Plus que cela, en novembre 2017, il annonce lui-même à la télévision israélienne I24 qu'il est en contact avec la plaignante suisse. Donc la brigade criminelle révèle 4 plaignantes et lui-même admet qu'il est en contact avec la
5e plaignante. Donc, la brigade criminelle, quand tout à coup elle étudie la 4e plainte de Elvira, se rend compte, en fait, qu'effectivement, ce que Elvira va dire par la suite sur les réseaux sociaux, qu'elle a été manipulée et que c'est Jean-Claude Elfassi qui est le maître d'œuvre de tout ceci, la brigade criminelle le confirme. Et les juges n'en tiennent pas compte. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais non mais attendez, la brigade criminelle vous dit ceci et vous n'en tenez pas compte. Vous ne regardez pas ce qu'il en est. Ça a été un interrogatoire qui a été difficile pour moi, parce que je n'étais pas bien, mais qui a été vigoureux. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai rappelé à ces juges le devoir de déontologie. Alors ils m'ont dit, nous ne sommes pas là pour recevoir des leçons de déontologie. Je leur ai rappelé que ce n'était pas une leçon, que c'était simplement un rappel parce qu'il semblait avoir une mémoire déficiente sur le devoir de déontologie, qui veut dire qu'un juge d'instruction non seulement doit être impartial, mais doit montrer son impartialité et ne pas laisser apparaître une quelconque partialité. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a que de la partialité dans cette façon de faire et qu'ils n'ont pas le souci de la vérité. J'ai parlé de Caroline Forest, j'ai parlé de Jean-Claude Elfassi. Michel Debac, le procureur. Le procureur, je l'ai rappelé au juge, je leur ai dit, mais attendez, il a vu avec Caroline Forest, Christelle, Polema Aline en 2009. Et il dit, c'était pour moi des faits caractérisés. Je lui ai conseillé de porter plainte. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que ni la ministre, la ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet, ni en l'occurrence vous, les juges, vous n'ayez entendu le procureur Debac, parce que de deux choses l'une. Soit c'était un viol et il n'a pas répondu à son obligation en tant que procureur en exercice de devoir le dénoncer, il a le devoir de le faire, soit ça n'était pas un viol. Et donc il doit expliquer son silence et il doit expliquer ce qu'il a entendu. On attend des explications au minimum. Et donc là, les juges, chaque fois que je posais une question, chaque fois que je rappelais, comme je vous le dis maintenant, les juges, en l'occurrence, faisaient la sourde oreille et n'entendaient pas ce qu'il y avait à dire. N'entendaient pas ce que je voulais dire. C'était un dialogue de sourds, en l'occurrence. Leur but n'était pas de m'entendre, leur but c'était, avant même l'interrogatoire, ils avaient cette idée de me mettre en examen. Il faut savoir aussi une chose qui est importante et que je l'ai rappelé, je dis, mais ça ne vous étonne pas, vous les juges, vous mes juges d'instruction, que Jean-Claude Elfassi soit critiqué, soit accusé, soit dénoncé par 3 personnes, trois des plaignantes dans ce dossier, car enfin, Mounir Abouj a dit qu'il l'avait manipulé, lui et son propre avocat Spinner. Elvira dit, c'est lui qui a été le maître d'œuvre de ma plainte. Et en plus, récemment, Madame Enda Ayari met en évidence le fait, elle porte plainte contre Jean-Claude Elfassi. Ça ne vous interpelle pas. Et je lui reposais la question. Ça ne vous interpelle pas. Il n'y a rien à faire de ce point de vue-là. Il n'y a pas à aller chercher derrière. Vous remarquerez, dans la lettre ouverte que j'ai adressée aujourd'hui à Madame Belloubet, garde des Sceaux, je mettais en évidence quand même que je m'étonnais que, pour ce qui concerne M. Griveaux, les 2 personnes dont qu'on soupçonne d'avoir pu manipuler l'information soient interrogées en moins de 48 heures, et qu'en ce qui me concerne, après 28 mois, on n'a même pas entendu ces personnes, comme si elles n'existaient pas. Donc, j'ai mis ceci en évidence et j'ai posé la question de savoir s'il y avait parmi ces personnes que j'ai citées des personnes qui étaient protégées ou des personnes avec lesquelles il y avait des relations particulières pour qu'on ne les entende pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qui a été mis en évidence. J'ai ajouté que je dénoncerai désormais de façon vigoureuse et de façon ferme, institutionnellement et médiatiquement,
tout ce qui, dans cette instruction, irait à l'encontre de mes droits, serait une violation manifeste de mes droits, et c'est ce que je fais, là maintenant devant vous, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je continuerai à faire, que ce soit par les réseaux sociaux, si on me laisse le faire, parce que c'est tout à fait étonnant, encore une fois, ce qui se passe avec Facebook ce soir, mais bon, on a déjà ici la possibilité de s'exprimer. Je leur ai également mis en évidence une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le déroulement, historiquement, en fait, quand je suis interpellé par les juges, c'est comme ça que les choses se passaient, les juges suivent l'historique des plaintes. Donc normalement, la première personne sur laquelle j'aurais dû être interrogé, c'est Elvira. Et là, tout à coup, on l'a complètement sorti du dossier. Alors, il y a trois choses que j'aimerais dire, que j'ai réfléchi. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler d'Elvira? Parce que Elvira, elle a donné une date pendant laquelle j'étais aux États-Unis. Elle a affirmé qu'il y avait eu viol en réunion dans un hôtel dans lequel je ne suis jamais allé et une personne avec laquelle j'avais jamais eu de contact. Tous ces éléments que j'ai dit et révélé publiquement le 6 septembre dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin était confirmé par la brigade criminelle. Donc, je veux dire, cette plainte est une plainte farfelue. Quand on a une plainte farfelue et qu'il y a une personne derrière qui est en contact avec les trois premières, ben attendez, je veux dire, je leur ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez ne pas chercher? Et en plus de ceci, il y a eu un réquisitoire supplétif de la part du parquet, et ce réquisitoire supplétif a été fait avant toute investigation. Elle est allée à la police. Non, c'est pas elle. Jean-Claude Elfassi a fait parvenir sa plainte à la police et de ce faisant, ils ont pris un réquisitoire supplétif sans vérifier pour se rendre compte, quelques mois plus tard, que ceci était farfelu, mensonger et qu'une femme avait été manipulée. Je me retrouve en face de juges qui font exactement la même chose avec deux femmes qui sont venues témoigner, dont aucune au départ n'avait porté plainte. Ils prennent un réquisitoire supplétif. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les juges mènent cette instruction. Le 6 septembre, j'annonce publiquement que Elvira, c'est une plainte farfelue. Le 9 septembre au matin, ils prennent tout ils demandent, ce sont les juges qui demandent au parquet de prendre un réquisitoire supplétif sur deux femmes qui sont venues témoigner sans porter plainte. Alors j'ai posé la question.